Mission impossible pour le 15 tricolore qui s'est incliné devant les Springboks en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby 19-15. En Russie, 1 millier d'habitants d'une petite ville du Caucase sont toujours retenus en otage dans un hôpital par un commando indépendantiste tchétchène. Fin du sommet des 7 pays les plus industrialisés, plus la Russie. Au menu, la crise en Bosnie, bien sûr, mais aussi les désordres monétaires mondiaux. En Australie, des pacifistes mécontents de la reprise des essais nucléaires français mettent le feu au consulat de Perth. Polémique autour du reclassement des salariés de l'usine Chausson à Creil, mais aussi autour des plans sociaux qui se multiplient. Invité de notre journal, le nouveau ministre de l'Industrie, Yves Galland. Bonsoir. Bonsoir. En fin de journal, nous ferons le point sur le déroulement des 24 heures du Mans automobile, un peu plus de 4 heures après le départ, avec également un accident spectaculaire. Madame, monsieur, bonsoir. À la Saint-Hervé, fini de rêver. 19-15, le 15 tricolore a été battu avec les honneurs par les Springboks, les régionaux de l'étape, et ils ne participeront donc pas à la finale de la Coupe du Monde de rugby. Un match qui s'apparentait davantage au water-polo, pour ne pas dire au bain de boue. Dropon sous la pluie avec Philippe Bisserias. Olivier Roumat, 2 mètres, 116 kilos de larmes et de regrets. Comme lui, les avants français ont lutté, mais ils sont vaincus. Et pourtant, il reste 2 minutes à jouer, les Bleus ont la balle, une fois de plus. S'ils marquent, ils savent qu'ils vont en finale de la Coupe du Monde de rugby. L'espace d'un instant, on croit à l'essai, mais le ballon s'est arrêté à quelques centimètres de la ligne d'en but sud-africaine. La dernière poussée française est bien à l'image d'un match que l'on aurait pu remporter et qui laissera bien des regrets. C'est vrai qu'on aurait aimé donner plus de volume à notre jeu, faire plus courir ces Sud-Africains, mais aujourd'hui, dans des conditions très très difficiles, on n'a pas pu le faire. Je crois que les joueurs ont quand même donné le maximum. C'est vrai qu'on est très très déçus parce qu'on ne sera pas allé au fond de notre conviction et au fond de notre rêve. La pluie a bien failli rendre le terrain impraticable. Les 60 000 parapluies du King Park Stadium de Durban attendaient un duel d'avant. Ils savent que le terrain détrempé n'est pas favorable au jeu aéré des Français. Au bout de 25 minutes, les Sud-Africains concrétisent leur domination par un essai marqué en force. 10-0, la France est décrochée. Mais depuis le début du tournoi, Thierry Lacroix, le buteur français, fait des miracles. Aujourd'hui, c'est encore lui qui inscrit les 15 points marqués par l'équipe de France. C'est aussi lui qui a entretenu l'espoir d'un possible retournement du match. Mais les Français ont fait trop de fautes à des moments cruciaux. Ce manque de lucidité les prive d'une finale qui était pourtant à leur portée. C'est sur l'angoisse à Boudenos que cette petite ville russe du Caucase, où plus de 1000 habitants sont toujours aux mains d'un commando indépendantiste tchétchène dans l'hôpital. Sur ordre personnel de Boris Eltsine, l'assaut a été donné 2 fois aujourd'hui sur l'hôpital de la ville, où la situation apparaît ce soir bloquée. Tout de suite le point, Hervé Brusini. Quelques centimètres plus haut, le gilet pare-balles n'aurait pas stoppé le projectile. Mais ici, la balle est entrée dans le bras du militaire. Une simple pince à épiler pour l'extraire. L'heure de l'accalmie pour les troupes spéciales russes. Par 2 fois, elles ont donné l'assaut contre l'hôpital de Bodunovsk. En vain. Les rebelles tchétchènes y retiennent plus d'1 millier d'otages. Avec ses drapeaux blancs, la foule détenue ici hurle « Ne tirez plus ». Réponse, 5 heures de combat. Officiellement, l'armée russe n'aurait relevé qu'1 mort et 10 blessés. Pour les otages, certains témoins parlent d'un massacre. Les autorités évoquent pudiquement plusieurs victimes. Environ 300 personnes ont été libérées. Parmi elles, les femmes et les enfants de la maternité. Toutes lancent le même cri. Ne tirez plus, aidez-nous. Et les forces armées de les entourer, ce genre d'appel fait mauvaise figure devant la presse. La prise d'otage est devenue un problème politique national. Les Tchétchènes ne tirent pas sur nous, ils veulent seulement la paix chez eux, lance cette femme. C'est justement ce que déclarait hier le chef du commando, Shamil Bassayev. Il exige le repli des forces russes de Tchétchénie. Mais comment tout cela a-t-il pu commencer? Cet homme a-t-il pu réellement corrompre les militaires qu'il a croisés sur ces 150 km de route en territoire russe? Ou s'agit-il d'une monstrueuse manipulation, comme certains le disent? Et qui a donné l'ordre de l'assaut? Un gradé a affirmé que les hommes avaient réagi de leur propre chef, par émotion. Au sommet d'Halifax, le président russe affirmait que c'était lui l'auteur de la décision, juste avant son départ pour le Canada. Hier soir, Boris Eltsine assistait à un spectacle de cirque.
Ces images ont été diffusées dans toute la Russie. Elles ont choqué tout le pays. On l'a vu, cette dramatique prise d'otage a été évoquée au sommet d'Halifax où les dirigeants du G7 ont instamment demandé à Boris Yeltsin de trouver une solution politique à la crise tchétchène. C'est en effet désormais une tradition. Le G7 s'est transformé en G8 avec l'arrivée autour de la table des discussions du président russe. Le point avec nos envoyés spéciaux Philippe Arouard, Gérard Derlet. Ce devait être la vedette à Halifax, mais Boris Yeltsin, préoccupé par les événements de Tchétchénie, a dû jouer les profils bas malgré les apparences. Bill Clinton, lui, a du mal à apparaître comme le leader mondial face à un congrès américain hostile qui le tient en tutelle. Alors celui qui semble avoir raflé la mise, c'est Jacques Chirac, apparu à Halifax comme un homme qui compte, qui a des idées et qui n'a pas peur de les exprimer. Prenez l'économie mondiale. Le président français laisse de côté les intentions pour entrer dans le concret, l'emploi. Il a imposé un G7 sur l'emploi l'an prochain en France. L'aide au développement, il a fustigé ceux qui ne font pas leur devoir en aidant les plus pauvres, premier visé, les États-Unis. La Bosnie a dominé la partie politique de ce G8 avec la présence de Yeltsin. L'idée principale, c'est que maintenant que tout le monde approuve la création d'une force de réaction rapide, il faut avancer vers la paix sans arrière-pensée et sans ménager les belligérants. Moi, je ne suis anti-personne, et d'ailleurs pro-personne. Je suis pour le rétablissement de la paix, et je suis pour sanctionner tous les boutefeux et les va-t-en-guerre de toutes origines qui sont trop nombreux dans cette région. À propos de la Russie, malgré la guerre en Tchétchénie et ses conséquences, les 7 soutiennent les réformes de Boris Yeltsin en Russie et ont accepté une réunion au sommet à Moscou sur le nucléaire civil et la sûreté nucléaire, ce qui est une nouveauté. Le président Chirac ne cache pas que ce genre de contact entre dirigeants est fort utile, mais à condition qu'il redevienne moins grandiose, plus modeste. C'est ce qu'il fera sans doute l'an prochain, puisque c'est la France qui accueille le prochain G7 dans la bonne ville de Lyon. En Australie, la colère contre la reprise des essais nucléaires français dans le Pacifique a pris un tour spectaculaire avec l'incendie du consulat de France à Perth, incendie revendiqué par un groupe pacifiste. Patricia Coste. Les pompiers n'ont rien pu faire, le bâtiment qui abritait le consulat de France a brûlé en une demi-heure. L'incendie revendiqué par un groupe inconnu, le Front populaire du Pacifique, aurait été causé par des bombes incendiaires, d'après l'ambassade de France. Envolé en fumée aussi le cabinet médical et les archives du consul honoraire Pierce, un médecin australien sous le choc. Nous sommes en démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais pas de mettre des vies en jeu. Hier, effectivement, une centaine de personnes manifestaient pacifiquement devant le consulat encore debout. Greenpeace a condamné aussi l'incendie, rappelant son principe de non-violence. À l'ambassade de France à Canberra, devant laquelle a été déposé un tas de fumier, on espère que ce grave incident restera isolé et que les auteurs de ce crime seront poursuivis. Le Premier ministre australien Paul Keating, lui, s'est déclaré troublé. Il a rappelé que les Australiens étaient certes furieux, mais que les actes de violence devaient être rejetés en toutes circonstances. La campagne de boycott des produits français s'amplifie, avec en tête les managers de supermarchés. Nous ne voulons pas devenir leur poubelle, alors tous leurs produits doivent disparaître. Les matchs de rugby sont aussi une bonne tribune pour manifester l'angoisse des habitants de la zone du Pacifique Sud, où la France voit se consumer son image. Lors de sa conférence de presse tenue tout à l'heure à Halifax, au Canada, Jacques Chirac a réagi à ce grave incident. Pour ce qui concerne l'incendie du consulat de France en Australie, je ne peux qu'exprimer mon indignation. Et j'ai enregistré avec satisfaction les propos du Premier ministre australien qui a condamné sans aucune espèce de réserve l'initiative criminelle dont nous avons été la victime et qui nous a assuré d'ailleurs que toutes les garanties, que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour que les criminels soient retrouvés et châtiés. On l'a dit, la guerre en Bosnie a bien évidemment été évoquée à Halifax. Les Occidentaux et les Russes ont appelé à un arrêt immédiat des combats. Même si cette journée a été calme à Sarajevo, chacun sent bien que ce n'est qu'un répit alors que l'armée gouvernementale bosniaque semble bien décidée à couper les lignes de ravitaillement des milices serbes. Tout de suite le point avec ce reportage de nos envoyés spéciaux Laurent Boussier, Alain Dubas, Fabien Briand.
Rue déserte, magasins fermés et bruit sourd d'explosions lointaines, un calme précaire a régné toute la journée à Sarajevo. Après ses premiers succès, l'armée bosniaque semble donc marquer une pause. En certains endroits, elle s'est même retirée volontairement pour pouvoir, semble-t-il, consolider des positions acquises. C'est le cas de la route Palais-Lukavica, une route logistique serbe que les soldats de Sarajevo ont fait sauter en 2 endroits. La neutralisation de cette route était l'un des principaux objectifs de l'offensive d'hier. Selon les casques bleus, des combats se poursuivent cet après-midi à l'ouest de la capitale bosniaque, à Adici, où l'infanterie musulmane aurait ce matin lancé une nouvelle offensive. Pour l'instant, les répliques serbes sont plutôt limitées. Rien d'étonnant, ils ont toujours pris le temps pour leur contre-offensive. Il faudra de toute façon attendre plusieurs jours avant de savoir si les Bosniaques ont vraiment remporté des victoires. Tout à l'heure, Jacques Chirac a annoncé la libération totale des derniers casques bleus pris en otage par les Serbes. Nous tentons de joindre notre correspondant à Sarajevo et nous aurons sans doute des informations plus précises dans le courant de ce journal. En Inde, la vague de chaleur qui sévit depuis maintenant 1 mois a déjà fait plus de 400 victimes. En Grèce, les espoirs s'amenuisent d'heure en heure de retrouver des survivants sous les décombres des immeubles détruits jeudi à Aïgion par le séisme, dont le tout dernier bilan s'établit à 23 morts, dont 10 Français et 73 blessés. 6 à 7 personnes sont toujours portées disparues. Le petit Andreas, âgé de 8 ans, a été sauvé hier soir après avoir passé 44 heures sous les décombres. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Boisserie, Christian Houtin. Allez, viens mon petit homme, tiens le coup. Depuis 40 heures, le père d'Andreas n'osait croire à cet instant. Soudain, son fils apparaît. Andreas est sain et sauf. Les plaques de béton s'étaient refermées sur lui sans le blesser. Panayoti, crie l'enfant, c'est le nom du sauveteur qui, pour le faire tenir pendant ces heures sans fin, lui a fait une promesse, lui acheter un vélo. Rassemblé au pied de l'immeuble, la foule applaudit, ce qui, de l'aveu même des secouristes, est un miracle. On n'avait pas Andreas au début. Hier soir, on a compris qu'il existait. Quand les bruits se sont arrêtés vers minuit, pour la chance de cet enfant, il n'était pas dans le coma. Il a émis des bruits, des cris. On n'arrivait pas à trouver juste où il est. En fait, Andreas était retenu sous ses dalles, 4 mètres plus loin. Il a fallu découper des plaques de béton pour ouvrir une galerie d'accès. Toute la journée, les sauveteurs ont tenté de faire la même chose, un peu plus loin, après le passage des 2 chiens de la sécurité civile française et la confirmation de la présence humaine. Elle peut être tout à fait assez loin parce qu'en fait le chien il renifle les odeurs de cette personne. Si la cheminée est profonde, le chien peut très bien renifler une personne qui est enfouie à plusieurs mètres. Donc pas forcément très facile à aller chercher. Donc pas forcément facile à chercher et ça peut être très très long pour la dégager. Les espoirs de retrouver d'autres survivants se sont considérablement amenuisés. Le sauvetage d'Andreas a du mal à cacher la lenteur et l'incohérence de certains secours. Dans la ville, chaque maison porte dorénavant une marque. Pour la moitié d'entre elles, le message est simple, inhabitable ou à détruire. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Sarajevo, Laurent Boussier. Laurent, bonsoir. Je le disais, Jacques Chirac tout à l'heure, lors de sa conférence de presse à Halifax, a annoncé une libération totale des derniers casques bleus, toujours otages des Bosniaques. Est-ce que vous avez confirmation de cette information ? Écoutez, ici à Sarajevo, cette prochaine libération de tous les casques bleus n'est ni confirmée ni infirmée par les responsables de la Fort-Pronu. Tout juste fait-on remarquer que ce matin, 12 casques bleus qui étaient retenus à Ilidža, une banlieue serbe de Sarajevo, ont été ramenés à Palais, la capitale des Serbes de Bosnie. Les casques bleus y voient un signe positif. C'est comme ça qu'avaient commencé les 2 dernières libérations d'otages, celle de la semaine dernière et celle du début du mois de juin. Autre chose, Laurent, le président bosniaque Izetbegović a déclaré tout à l'heure que son armée libérait, je le cite, tôt ou tard Sarajevo et qu'il n'avait pas du tout l'intention de tenir compte des appels à cesser le combat lancés notamment par les 7 à Halifax. Je crois que le but des responsables bosniaques musulmans, c'est de pouvoir négocier dans l'avenir en position de force. Pour ça, il leur faut des victoires militaires. Alors évidemment, maintenant qu'ils commencent à remporter quelques succès sur le terrain, je ne pense pas qu'ils obéissent aux demandes internationales, même si elles sont très fortes, une communauté internationale qu'ils accusent de ne pas beaucoup les avoir aidés jusqu'à présent.
Merci beaucoup Laurent Boursier. Nous retournons en France maintenant avec l'actualité sociale et de sérieux remous à Creil autour de la fermeture définitive l'an prochain de l'usine Chausson en dépôt de bilan depuis septembre 1993 mais qui emploie encore un peu plus de 1000 salariés. Lors de la campagne présidentielle en février, Jacques Chirac s'était prononcé contre la fermeture de ce site, même avec un plan social. Les salariés sont extrêmement remontés, c'est peu de le dire. Avant d'entendre les explications du nouveau ministre de l'Industrie, Yves Galland, un rappel de cette ténébreuse affaire avec Frédéric Crotta. L'usine Chausson, c'était le premier employeur de Picardie. Son activité a toujours été liée à l'automobile. On y a sorti des wagons, des poids lourds, des bus, des voitures et des radiateurs de voitures. Aujourd'hui, Renault, propriétaire de l'usine à 50-50 avec Peugeot, y fabrique ses voitures utilitaires, les Trafic. L'usine Chausson de Creil est en dépôt de bilan depuis septembre 1993. Elle a perdu depuis cette date près de 1900 emplois. La fermeture de l'usine, annoncée pour mars 1996, sera accompagnée d'un plan social. D'après le ministre de l'Industrie, 50% du millier de salariés restants bénéficiera de mesures. 250 départs en retraite, plus 250 contrats de conversion de formation. Une centaine d'emplois sera rapatriée sur le site de Gennevilliers en banlieue parisienne. 200 seront maintenus sur place dans le cadre d'une politique de réindustrialisation. Enfin, Renault, qui pourrait bénéficier à cet effet d'aide gouvernementale, se serait engagé à la création de 150 emplois, mais en Lorraine, à Batilly. Ce qui signifie, à condition qu'il l'accepte, un transfert radical pour les salariés de Creil et leurs familles. Une pilule dure à avaler, d'autant qu'il y a 5 mois, en pleine campagne présidentielle, le candidat Chirac était venu rassurer les salariés. Pour le futur président, c'était à Renault et Peugeot de trouver une solution favorable. Leur responsabilité pour l'avenir exclut, à mes yeux, toute fermeture d'usine avec plan social. Yves Galland, bonsoir. Vous êtes ministre de l'Industrie. Alors donc 50% des salariés devraient bénéficier de mesures de reclassement, l'autre moitié d'un dispositif social. Alors que le gouvernement a fait de l'emploi sa priorité numéro 1, pourquoi par exemple envoyer un centre de salariés en Lorraine où ils vont devoir retrouver une maison, se rebâtir une nouvelle vie? Bien sûr, mais c'est un dossier sur lequel il y a une évolution extrêmement rapide compte tenu de la volonté que manifestait Jacques Chirac. Premièrement, il y a un plan social, mais sur le plan des départs à la retraite anticipés, qui a été acquis par le précédent gouvernement au mois de mars et au mois d'avril. Deuxièmement, j'ai annoncé aux salariés, vendredi dernier, par l'intermédiaire de leur syndicat, le fait qu'il y avait 460 emplois dans l'industrie automobile qui étaient ouverts, dont c'est vrai 150 à Batilly en Lorraine, sur lequel il faut avoir des mesures d'accompagnement sur les problèmes de logement dont vous parlez. Et puis j'ai 2 informations à vous donner qui datent de la volonté que je manifeste sur ce dossier depuis hier. Il y a une centaine d'emplois qui vont être trouvés dans les sites de Renault en région parisienne en plus, et j'ai nommé un délégué, qui est un délégué à la réindustrialisation du site de Creil, qui s'appelle M. Aubert, qui a eu de très belles réussites dans l'Ouest et dans l'Est dans son exploitation. Alors, il y a 3 partenaires. Il y a l'État, comme c'était rappelé dans votre dossier. L'État fait son devoir et le gouvernement manifeste une détermination totale. Nous en sommes à 820 sur 1000 sur des solutions. Il y a Renault, je rends hommage à Renault qui a bien accompagné et qui trouve des solutions. Il y a Peugeot. Je tiens à dire d'abord que M. Calvet est un très grand industriel et que l'industrie automobile lui doit beaucoup. Et que d'autre part, je suis absolument certain qu'il aura à cœur d'accompagner et d'apporter sa pierre sur ce dispositif sur lequel il y a une détermination de tous les acteurs. Alors vous voyez que c'est un dossier qui a évolué et qui est positif. Alors, sur un plan plus général, hier, à l'occasion d'une interview, Marc Blondel, le secrétaire général de Force ouvrière, annonçait qu'il y avait, selon ses comptes, environ 35 000 suppressions d'emplois programmées par des plans sociaux. Alors est-ce que l'on va voir cette solution de facilité se multiplier, les plans sociaux? On a observé qu'au Havre, notamment, le gouvernement, le préfet, avait bloqué le plan social de G-Calstom. Alors est-ce que cette expérience va se multiplier? Quelle est la réalité? Depuis quelques semaines, les chiffres de l'UNEDIC et de l'INSEE le montrent, pour la première fois, l'industrie française recrée des emplois. C'est-à-dire que, entre la disparition et la création d'emplois, le solde est positif. Alors, quelle est notre volonté? Notre volonté, c'est qu'il y a des reconversions industrielles indispensables, parce que l'industrie, elle ne crée des emplois que si elle est compétitive. Ça, c'est certain. Ces reconversions doivent s'accompagner de dispositifs sociaux de transition pour contre la création d'emplois. Et les emplois qui disparaissent pour cause de compétitivité, il puisse y avoir la transition comme nous le faisons dans le cas de Creil pour que les emplois qui sont créés viennent compenser les emplois qui disparaissent. Alors nous serons très attentifs, c'est vrai, à ce que dans le cadre des restructurations industrielles, les plans sociaux accompagnent, mais simplement en transition vers les créations d'emplois. Merci Monsieur le ministre de l'Industrie pour ces précisions.
Demain, c'est la fête des pères, mais ça ne sera pas forcément la fête de tous les maires. Des surprises sont en effet attendues au soir du second tour dans un certain nombre de villes, et non des moindres, en raison du maintien dans une bonne centaine de municipalités des listes du Front National, mais aussi en raison du taux d'abstention record enregistré dimanche dernier. Nous vous donnons rendez-vous demain dès 19h30 pour notre soirée spéciale municipale. Christophe Tortora. 2, 1, top! C'est reparti. L'ensemble de la rédaction de France 2 est mobilisé pour le deuxième tour des élections municipales. Cet après-midi, les techniciens et les journalistes ont peaufiné les derniers réglages au cours d'une ultime répétition. Bruno Mazur et Daniel Bilalian présenteront cette soirée avec un objectif. La rapidité, c'est je crois le qualificatif majeur parce que les gens veulent savoir très vite, ce qui s'est passé dans leur ville, deux, ce que cela veut dire, ce que ça signifie au niveau national. Pendant qu'il y en a un qui s'occupe plus particulièrement de dialoguer par exemple avec un invité, l'autre voit avec la régie la suite des opérations parce que ce qui compte c'est que ça aille très vite et qu'il n'y ait pas de bavure technique pour que ce soit propre à l'antenne. Jérôme Revon réalise cette émission avec d'importants moyens. C'est 12 caméras en plateau, c'est 30 liaisons extérieures, des journalistes partout. Des journalistes qui sont en contact permanent avec la rédaction en chef, Bernard Couot, Gilles Trenel et François Ponchelet. La caractéristique de ce second tour, ça va être de faire vivre les endroits où il y a les plus grands enjeux. Donc, le mot d'ordre, c'est tous les résultats sur France 2, dans un minimum de temps, les réactions des hommes politiques, des nouveaux maires élus, et voilà. Et voilà, les élections municipales sont à vivre demain soir, à partir de 19h30 sur France 2. Vous serez très nombreux fidèles au rendez-vous. À Strasbourg, l'association Droit au logement a occupé en début d'après-midi un immeuble vide en plein centre de la ville pour y installer 8 familles, soit une quarantaine de personnes. Cet immeuble de 5 étages était inoccupé depuis plus de 2 ans en raison de la faillite de son propriétaire, une société immobilière. Opération similaire aujourd'hui du DAL à Bourg-en-Bresse dans l'Ain, avec occupation d'un hôtel particulier par 7 familles. Histoire de renouer avec une tradition abandonnée depuis le XVIe siècle, les portes des moulins vont s'ouvrir au public demain dimanche dans toute la France. Il en subsiste quelques milliers dans notre beau pays à déployer leurs ailes ou encore à faire tourner leurs petits trous dans les bras de rivière. Exemple dans le Médoc où Gilles Marinet et Philippe Dumail ont rencontré une famille qui a restauré son moulin. J'ai déplacé le cabestan. Pourquoi faire? Pour tourner les ailes face au vent. Vous voyez, le cabestan étant branché sur un piquet ici. Tout le toit, il peut tourner en haut pour orienter les ailes face au vent. Ce moulin à vent est planté depuis 2 siècles dans la terre du Médoc, mais son propriétaire en parle comme d'un navire. Il faut l'orienter au vent en faisant tourner la toiture, déployer les voiles, espérer que les ailes tourneront assez vite pour permettre aux meules de broyer les graines. Et comme le navigateur, le meunier doit savoir de quel côté la chance va souffler. On suppose la direction du vent, vous voyez. Et à ce moment-là, on va se mettre derrière la tour, au sens opposé du vent. Et vous devez sentir le vent de même puissance sur la figure de chaque côté pour être dans l'axe du vent. Parce que si vous n'êtes pas dans l'axe du vent, vous aurez le vent plus fort d'un côté sur la figure que sur l'autre. C'est comme ça que faisait votre grand-père. Ça s'est toujours fait comme ça dans les moulins à vent. À l'intérieur, tout n'est qu'astuce et ingéniosité. Le blé est emporté par une sorte de chenillette vers la meule, au sommet de la tour, pour redescendre sous forme de farine. Ça a l'air simple comme ça, mais il faut constamment opérer des réglages en fonction du vent. Et voilà pourquoi le meunier de la chanson avait tellement sommeil. Autrefois, quand il n'y avait que le vent pour faire fonctionner le moulin, le meunier devait être 24 heures sur 24 aux commandes et plusieurs jours de suite s'il y avait du vent. Il devait tourner en permanence. Et c'est cette raison qui faisait qu'il s'endormait. C'est arrivé à votre grand-père? C'est arrivé à mon arrière-grand-père notamment, qui lui a réussi à tourner 100 heures sans arrêt. Que leurs ailes tournent au vent ou que l'eau ruisselle sur les roues, ils sont des milliers en France à fonctionner encore. Un patrimoine conservé, restauré par des particuliers et des associations. Demain, ils ouvriront leurs portes pour vous raconter la grande histoire du vent et des moulins. À l'occasion de la réunion d'athlétisme de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, Marie-Josée Pérec a réussi sa rentrée en dominant de bout en bout le 400 mètres et bouclé avec un bon chrono, 56 secondes et 31 centièmes. La championne olympique du 400 mètres, partie en trombe, a réussi à maintenir son effort dans la première partie avant de faiblir quelque peu dans les 150 derniers mètres. Performance tout à fait encourageante à une semaine de la Coupe d'Europe d'athlétisme qui aura lieu précisément dans ce même stade de Villeneuve-d'Ascq.
La 63e édition des 24 heures du Mans, dont Philippe Seguin a donné le départ tout à l'heure à 16h au 48 petits bolides. Nous retrouvons après plus de 4 heures de course Gérard Rolls en direct du Mans. Gérard, une course qui était partie sur les chapeaux de roue et puis la pluie a un petit peu gâché cette épreuve avec un accident dont a été victime Patrick Gonin. Oui Bruno, vous avez raison de le souligner. C'est vrai que ça a été une drôle de pluie en fait. Un petit crachin et puis ça s'est arrêté et c'est reparti. Et ce qui est le plus difficile pour des coureurs automobiles parce qu'on ne sait pas quel genre de pneus on peut employer pour que les voitures aient une bonne adhérence. Des conditions très difficiles pour les pilotes. Contrôler ces engins qui développent 300, 400, 500, 600 chevaux de temps en temps. Alors évidemment, de temps en temps on va taper le rail et on casse du carbone. Patrick Gonin, aquaplaning en pleine ligne droite, à très haute vitesse, il est sorti, il s'est retourné et il a été blessé, il a été transporté à l'hôpital. Il souffre d'un traumatisme thoracique mais sa vie n'est pas du tout en danger. Et puis Mario Andretti, c'est le coup de théâtre juste avant le début de ce journal, tête à queue alors qu'il était à la 3e place du classement. Mario Andretti donc a abîmé la voiture, la Courage numéro 13 qui est ici en train de réparer et qui va peut-être repartir en direct d'ici quelques secondes. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une voiture française qui est juste derrière les deux McLaren, la 49 et la 25. Et que l'autre Courage, celle de Pescarolo, a abandonné il y a quelques secondes également. Cette voiture, qui est maintenant pilotée par Eric Allary, va repartir. Et la suite, vers 22h, juste après, surprise, on fera un point sur ces 24 heures du Mans. Absolument, rendez-vous pris donc vers 22h, 22h15. Un petit tour au cinéma avant de vous souhaiter une excellente soirée à l'écoute des programmes de France 2, à la découverte des Enfants de Lumière, présenté en ouverture du 10e festival du film de Paris, un film produit par Jacques Perrin, qui est une sorte de vagabondage à travers un siècle de cinéma français. Reportage Pascal Deschamps, Bernard Puissessou. Parce que le 19 mars 1895, 2 industriels lyonnais impressionnent sur pellicule la sortie de leur usine, restituant ainsi la vie en mouvement, nous sommes tous devenus leurs enfants, les enfants de lumière. Et parce que lui n'a jamais vécu que pour et par le cinéma, Jacques Perrin s'est lancé dans l'une des plus folles entreprises de la commémoration du 1er siècle. Un voyage dans le cinéma français des origines à nos jours à travers 300 extraits de films. 300, pas un de plus. Du burlesque Bigorneau fume de l'opium réalisé en 1914 à la très poétique Armoire volante, ainsi arrachée à l'oubli. Du sulfureux et Dieu créa la femme, créant le mythe Bardot en 1956 à 37 de le matin. Comment exprimer 100 ans de cinéma en un film qui fait 1h40? Je crois qu'il fallait avoir cette contrainte de dire on est limité, mais dans le même temps, quand on veut faire quelque chose qui est véritablement symbolique, eh bien on se dit on n'est pas exhaustif, mais les quelques accents, les quelques parfums peuvent être très signifiants, représentatifs de tout l'ensemble. Alors il a choisi, triant ses propres souvenirs, se rappelant surtout ses éclats de rire et ses émotions. La pomponnette. Des mots de Pagnol, de Michel Audiard. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. T'as de beaux yeux, tu sais. Mots de Prévert. Moi, c'est moi. De Janson. Atmosphère! Atmosphère! Est-ce que c'est une gueule d'atmosphère? Ou de Godard. Qu'est-ce que c'est pas quoi faire. Oui, il a choisi sans exclusive, mêlant avec un même respect les œuvres des cinémathèques ou les grands succès populaires, faisant de ses Enfants de Lumière un film libre et sans rivage, que vient comme à regret interrompre le mot fin, mais on sait que depuis le 20 mars 1995, c'est le 2e siècle qui a commencé. Les Enfants de Lumière, une vraie perle, sortie mercredi sur vos écrans. Dernier journal vers minuit en compagnie de Patrice Romden. Demain, invité de l'heure de vérité. À midi, Elisabeth Badinter. Bonne fête au Hervé. Dans un instant, la météo de Nathalie Riouet avec le dicton du jour. Juin, froid et pluvieux, tout l'an sera grincheux. Et ben, ça promet. À 13h, vous retrouverez Étienne Hénart et j'aurai le plaisir de vous retrouver en compagnie de Daniel Bilalian à 19h30 pour notre grande soirée électorale municipale. Bonsoir.